Cher Nicolas, nous vous remercions pour Oui, votre présence et pour ce moment d'échange que vous nous accordez. Vous avez commencé par être directeur de cabinet au Parlement européen jusqu'en 2019. Vous avez passé plus de 7 ans au sein des institutions européennes. Vous avez auparavant été chargé de mission pour une ONG internationale à Bruxelles et un think tank à Paris. Vous connaissez aussi parfaitement le monde des affaires publiques. Aujourd'hui, nous avons l'occasion oui, d'échanger avec vous sur hmm, ce qu'est le lobbying d'accord. et une image assez taboue, son application au sein des institutions européennes. Je donne sans plus tarder la parole à Nicolas Franchinard, que je remercie de nouveau chaleureusement. Cher Nicolas, la parole est à vous. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. En effet, merci pour aussi cette belle description. C'est vrai qu'au cours des années passées au Parlement européen, j'ai pu découvrir et puis expérimenter comment fonctionne cette institution qui peut à la fois paraître très opaque, mais qui est avant tout une institution, enfin, se veut être transparent. En effet, j'ai été, avant d'entrer au Parlement européen, pour le coup, lobbyiste pour la Qatar Foundation, voilà, où était en charge des droits de l'homme pour le Qatar. Comme me disait un ami, c'était plus un travail de transformiste que de lobbyiste. Néanmoins, et puis j'ai aussi travaillé dans le monde des think tanks, qui sont des acteurs également de l'influence, mais avec un prisme plus intellectuel. Donc voilà. Je vais commencer par vous présenter, si on pose vraiment la question, quand on parle du lobbying, de quoi parle-t-on? Donc j'ai préparé quelques diapositives, je vais les mettre en place. Enfin, vous les voyez correctement? Oui, oui, c'est bon, Ok, Nicolas. ok, super. Donc voilà, le lobbying, il y a tout un nuage de mots qui entourent également le lobbying. Il s'agit de quoi? De quoi parle-t-on en fait? C'est vrai qu'en France, le mot est assez péjoratif, si ce n'est galvaudé. Les lobbyistes sont réputés être plus ou moins des sortes de voyous. Si bien que des voyous de la politique, des voyous des affaires publiques, si bien qu'ils n'ont pas forcément une bonne image dans l'opinion publique. Néanmoins, en fait, leur présence peut s'avérer quelquefois très indispensable. J'ai eu la chance de connaître les deux côtés, le côté de l'influence et le côté aussi de l'influencer en travaillant au sein des institutions. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est assez riche, on va dire, c'est un peu, mon parcours est assez classique en réalité au sein des institutions européennes. Et on va voir comment tout cela se décline. Donc en fait, mais quelle est la réalité? On entend par lobbyiste, en fait, à la base, c'est un terme anglo-saxon qui voulait dire les couloirs, où justement des acteurs, des membres de pression pouvaient se retrouver à la Chambre des communes au Royaume-Uni, à Londres. Donc, on entend par lobby un groupe d'intérêt, un groupe d'influence privée ou publique qui tente d'influencer les lois, les réglementations, l'établissement des normes, les décisions, pour favoriser ses propres intérêts économiques en général. C'est souvent économique. Le terme infléchir une norme, le lobby s'est chargé en fait d'infléchir une norme, d'en créer une nouvelle ou de supprimer des dispositions existantes, selon l'universitaire Gilles Lamarck. On va dire qu'aujourd'hui, il fait bien plus que ça, puisque les processus de décision permettent aujourd'hui à tout acteur de pouvoir intervenir à tout moment. Donc, c'est quasiment un acteur permanent de la décision publique. Le plus souvent, le lobbying est une action discrète qui requiert la maîtrise des techniques du langage de l'action administrative. Bon, tout ça, c'est pour les définitions sommaires. Et on va dire maintenant, qui sont-ils? En fait, un lobbyiste, c'est un peu ce que j'ai fait derrière. J'ai d'abord suivi des études de droit et sciences politiques.
Ensuite, j'ai fait un cursus, une spécialisation aux États-Unis d'ailleurs, en communication politique. Donc, un lobbyiste est à la fois un juriste et un communicant. Mais on peut observer aussi, avec l'apparition de la société des experts, que le plus souvent, en fait, finalement, il y a des représentants internes, c'est-à-dire des entreprises qui envoient directement leurs représentants au sein des acteurs publics, et ceux-ci sont des véritables experts dans le domaine qui les représente. Son rôle est essentiellement de faire passer des informations. Il est en charge du domaine qui doit faire avancer régulièrement en fournissant aux décideurs les informations pertinentes par rapport aux commandes de ses clients. Voilà. Il a une parfaite compréhension du système législatif et une connaissance de l'agenda décisionnel. On va dire que c'est vraiment de la clé. Un lobbyiste, il maîtrise l'agenda. C'est son outil. Il sait ce qui se passe, à quel moment il se passe et comment ça va se terminer, en principe, s'il fait bien son travail. Il fournit les informations aux bonnes personnes et au bon moment pour comprendre les enjeux des décisions sur lesquelles il travaille. Ainsi, il délivre le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est vraiment le triptyque qui est important pour le lobbyiste, c'est le bon message à la bonne personne et au bon moment. Le bon message, qu'est-ce que c'est? C'est comment un lobbyiste envoie un bon message. Souvent, c'est des campagnes de communication qui sont parfois soit défensives, soit agressives, en fonction de ce qu'il veut obtenir. Pour l'exemple, quand j'étais au Parlement européen, il pouvait m'arriver de recevoir sous une campagne, on va dire, plus de 4000 messages par jour. Et c'est vrai, bon, ça, c'est des types de campagnes très agressives. Parfois, c'est un lobby qu'on connaît, qui est parfois extrêmement influent et qui ne prend pas forcément d'envoyer un mail, mais qui va toquer à la porte et qui va demander si on a quelques minutes pour l'écouter. Évidemment, souvent, dans ces cas-là, on a quelques minutes. Voilà. Au bon moment, pourquoi? Parce que l'agenda législatif est fait de telle sorte que ça ne sert à rien de courir trop vite parce que on est tellement noyé sous l'information que le risque de passer à côté est assez important. À la bonne personne, il faut savoir que le Parlement européen, à lui tout seul, c'est 6000 fonctionnaires. Et à la Commission européenne, il y a plus de 30 000 personnes. Tous ont un rôle plus ou moins important et il est parfois assez facile de pouvoir se perdre dans ce nuage de fonctionnaires. Son contexte, ça change tout le temps. Et donc, il convient de cibler en permanence, de tenir son carnet d'adresses à jour. Les principaux schémas d'action du lobbyiste. Le rôle du lobbying dans la prise de décision, il va avant tout influencer les parties prenantes. Voilà. On peut voir sous le schéma de gauche. Il a 3 modes d'action, il appuie sur 3 modes. Donc, les parties prenantes, l'opinion publique, évidemment, parce que l'opinion publique, c'est celle qui fait pression véritablement sur les décisions politiques des acteurs publics. Donc, ça passe souvent par des commandes de sondage. On travaille énormément avec les instituts de sondage. Une action directe sur les décideurs politiques, on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, une action sur les médias. Donc, avant que tenir en carnet d'adresse, on va dire, un lobbyiste, c'est un peu un super attaché de presse. Hein. Donc, il a à jour son carnet d'adresse dans les rédactions pour lui permettre en fait d'influencer sur les articles qui vont sortir, qui elles-mêmes vont influencer l'opinion publique. Donc, pour cela, il fait de la veille auprès des parties prenantes. S'il faut, il diffuse l'information pour agir sur la législation. Ça va? Alors, par contre, justement, c'est là qu'est le mystère, c'est que c'est quand même une activité qui est de plus en plus réglementée, puisque défrayant l'actualité très régulièrement, notamment avec plusieurs scandales qui ont eu lieu en France sous le quinquennat de François Hollande, il a été décidé de moraliser la vie publique.
Donc, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite la loi Sapin 2, prévoit que les représentants d'intérêts doivent déclarer leurs activités sur le registre de la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autant dire que c'est une véritable usine à gaz, parce que comme on sait très très bien faire en France, l'utilité reste encore à démontrer. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'origine, il était prévu un contrôle strict, et notamment un bilan financier des activités de lobbying, comme c'est le cas aux États-Unis et au sein de l'Union européenne. Cependant, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Laurent Vallier, la vide totalement de sa substance, et juste après, il rejoint le groupe Carrefour. Donc, voilà, déjà, on peut voir les petites actions qui peuvent être menées. En 2018, sous 298 collaborateurs de cabinet ministériel du gouvernement d'Édouard Philippe, 43 étaient d'anciens employés de cabinet de lobbying, donc 4 sur les 9 que le ministère du Travail, dirigé par Muriel Pénicaud. Plusieurs lobbyistes professionnels sont aujourd'hui députés ou sénateurs. À l'exemple d'Hervé Moret, sénateur de l'Or, depuis 2018, après avoir dirigé M&M Partners et Altedia Santé, voilà, qui sont des deux puissants cabinets de lobbying. Il existe une association en France appelée l'Association française des conseils en lobbying et en affaires publiques. À la base, ils avaient mis le lobbying, mais comme c'est assez mal connoté en France, donc ils se sont dit pourquoi pas rajouter les affaires publiques, c'est sensiblement la même chose. Voilà. Donc, parmi les caricatures qu'on peut observer dans la société, et c'est le fantasme dans l'imaginaire populaire, c'est par exemple, on peut voir sous l'image au moment de la campagne pour le gaz de schiste, monsieur le député, cette étude démontre clairement que la fracturation hydraulique est sans danger. Et donc, on va dire que, par exemple, ce type de caricature, ça peut être rigolo sur le coup, mais en réalité, les parlementaires qui sont déjà très exposés, qui n'ont pas forcément aujourd'hui une très bonne réputation, ça ne nous fait pas rire du tout, parce que au-delà de la caricature, ça entrave réellement le fonctionnement de la vie publique, puisque nous sommes passés dans une société de défiance, de confiance, pardon, à une société de confiance. Voilà. On peut voir aussi le citoyen qui est manipulé, qui se révèle être une véritable marionnette justement dans la main des puissances économiques et financières. Il y a aussi une caricature qui est assez fausse, c'est justement les intérêts particuliers ne peuvent pas rencontrer des politiques, sociétés légales, et donc ils dénoncent en fait le fait que les lobbies sont des véritables institutions organisées qui permettent de fluidifier la communication entre les deux acteurs. C'est pas totalement faux, mais en fait la présentation qui en est faite est totalement fausse, par contre, et diffamatoire. Bon, il y en a d'autres, c'est celle des États-Unis. Bon, pour l'Union européenne, c'est les marionnettes qui font de la flûte avec un nez de Pinocchio. Voilà. C'est aussi je crois que la gauche vient de Oxfam, qui dit voilà le député qui est totalement à la merci. Voilà. Et à droite, il est écrit en dessous, on ne voit pas très bien, vous pouvez peut-être devenir un président, mais si vous voulez réellement le pouvoir, il est préférable de devenir lobbyiste. Enfin, justement, pourquoi il y a aussi ce fantasme? C'est parce que la population, l'opinion publique a une réelle demande de transparence. Elle a été échaudée par plusieurs scandales. Et donc, on observe que toutes les tentatives où on a voulu mettre un peu plus de transparence ont parfois un peu échoué. Donc là, c'est à l'Assemblée nationale, c'est la salle colonne. Donc, on voit qu'ils mettent un lobby très... Et puis, finalement, les parents qui dit à côté avec les lobbyistes, mais finalement, on va mettre des stores quand même parce que c'est quand même un peu risqué. C'est vrai que c'est une activité qui demande une certaine discrétion. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'elles représentent avant tout des intérêts privés qui peuvent être entrés en opposition avec d'autres intérêts privés. Voilà. C'est le rôle du politique. Je vais émettre un conseil sur un vote favorable ou défavorable à la politique de l'énergie atomique de l'Union européenne. Voilà. Donc, les lobbies ont un rôle un petit peu aussi d'éclairer la prise de décision des décideurs publics. Bien sûr, il y en a qui outrepassent toujours ce rôle. Nous, voilà, maintenant qu'on a brossé rapidement ce que c'est que le lobbying, on va passer à la partie, à notre sujet du jour, qui est l'Union européenne et le lobbying. Une coopération sans cesse plus étroite. Pourquoi sans cesse plus étroite? Parce que c'est l'article 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'union sans cesse plus étroite entre les États membres, en fait. Mais en réalité, l'Union européenne, comme vous le savez, n'est ni un État fédéral, ni une confédération d'États. C'est un objet politique non identifié qui est à mi-chemin entre les deux, qui combine un petit peu les différents types de fonctionnement. Et surtout, si le Parlement européen se veut être démocratique, la Cour, le tribunal constitutionnel allemand, la Cour de Karlsruhe, a dit que le Parlement européen n'était en aucun cas une représentation démocratique. Et c'est vrai que dans son fonctionnement, en tout cas quand on y est en interne, elle relève plus de fonctionnement qui s'appelle le fonctionnalisme. En réalité, c'est une superstructure, une technostructure où les politiques ont un rôle très important, mais le processus qui est mis en place favorise énormément l'administration. C'est vraiment l'administration européenne, d'une certaine manière, qui a le véritable pouvoir au sein de l'Union européenne. Ce fonctionnalisme a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il favorise le compromis. C'est-à-dire, l'Union européenne, notamment au Parlement européen, il n'y a pas gauche et droite. Il y a bien sûr des partis de gauche et de droite, mais comme il n'y a pas de majorité claire, tout le monde est obligé de se mettre autour d'une table et de discuter. Et ça donne des situations assez cocasses, puisque il est arrivé certaines fois qu'un député qui écrit un rapport, ce rapport se retrouve tellement influencé en bout de chaîne que le député est contraint de retirer son nom. C'est arrivé à plusieurs fois à José Bové, par exemple, de retirer son nom du rapport parce qu'il ne savait plus rien à voir avec ce qu'il voulait faire au départ. Quelques chiffres. Au sein de l'Union européenne, il y a à ce jour, c'est les chiffres d'aujourd'hui, 11 742 entités enregistrées dans le registre. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui sont extrêmement puissants. La grande majorité sont des représentations internes, donc des groupements professionnels, des entreprises ou des associations syndicales. Il y a beaucoup d'ONG qui sont religieuses ou sociétales, quelques groupes de réflexion qu'on appelle les think tanks. Les religions sont représentées également, c'est dans les traités, et enfin les représentants des autorités locales. Alors pourquoi je disais que l'Union européenne, son fonctionnement est surtout, se veut être surtout transparent, parce que tout est disponible sur les sites internet des trois institutions, et en particulier celui du Parlement européen. Sur le site du Parlement européen, vous avez tout. Vous avez les amendements, l'ordre du jour, les réunions, leurs dates, les salles. Et ils ont voulu calquer un petit peu le modèle américain où aux États-Unis, au Congrès, chaque citoyen peut aller jusqu'à dans les couloirs du Congrès. C'est vraiment, ils ont un fonctionnement extrêmement transparent. Donc, on peut voir un petit peu la composition du registre de transparence. On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est que le registre de transparence.
On peut voir qu'il y a une très forte augmentation du registre à la fin des années, à la fin de 2012, mais plus encore en 2014. C'est dû justement, ce que je disais tout à l'heure, aux principales politiques de mise en œuvre de la moralisation de la vie publique, et notamment suite à différents encore scandales européens, notamment l'affaire José Manuel Barroso, on reviendra tout à l'heure dessus. Jean-Claude Juncker, son successeur, a mis en place l'obligation l'obligation de s'inscrire sur le registre si on veut être accrédité au sein des institutions européennes. Voilà. Donc, on voit bien que les lobbyistes in-house, les acteurs économiques, sont majoritaires, sont importants, sont en nombre au sein des institutions européennes. Bruxelles. Bruxelles, c'est, on a l'habitude de dire avec nos collègues, c'est vol au-dessus d'un nid d'espions. Bruxelles, c'est la place forte du lobbying en Europe. C'est la capitale mondiale du lobbying, même avant Washington. Il faut vraiment comprendre ça. Bruxelles compte environ 37 000 lobbyistes, selon le Transparency International. Quasiment 40 lobbyistes par député et un pour 2 fonctionnaires. Donc, autant dire que le personnel de l'Union européenne est très fortement encadré dans ces décisions. Tous les secteurs sont concernés. Je ne connais pas un secteur qui n'est pas concerné. L'économie, la finance, l'informatique, l'énergie, l'industrie chimique, la communication, les transports, les minorités ethniques et linguistiques, etc. Il y a un lobby pour tout. Et je dis vraiment pour tout parce que j'avais un ami qui était lobbyiste. Je l'ai connu en quasiment 4 ans. Il a changé 3 fois. Au départ, je l'ai connu, il était lobby de la chasse. Il tenait ses réunions à côté du lobby de Animal Welfare, c'était assez cocasse. Après, il est devenu lobbyiste pour les cigarettes. Et un jour, je le rencontre et je le revois et il me dit, je lui dis, Paul, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et il me dit, je suis lobbyiste, mais pour les cigarettes à rouler. donc, du coup, je me suis dit, ouais, bon, s'ils arrivent quand même à fragmenter comme ça, je ne vais pas m'en sortir dans les prises de décision. Les cabinets de lobbying, je vous laisse imaginer, on recrute plus de la moitié de leur personnel parmi les fonctionnaires les plus avertis. Alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, prendre quelqu'un qui est de la maison, comme on dit chez nous, pour influencer les décisions de l'Union européenne, il n'y a rien de mieux. Alors, c'est justement ce point-là qui est le plus litigieux dans l'image d'un fantasme qui alimente l'activité de lobbying, puisque cette forme de pantouflage est assez décriée et parfois assez scandaleuse. 50% des anciens commissaires, 30% des anciens parlementaires et 20% des anciens fonctionnaires deviennent lobbyistes dans le secteur privé. On a le cas très célèbre de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, embauché par Goldman Sachs, qui est devenu vice-président précisément de Goldman Sachs, qui était au cœur de la crise financière de 2008, accusé du maquillage des comptes de la Grèce. Et donc, et qui poursuit son lobbyisme contre le durcissement des règles de l'industrie financière. Le lobbying à Bruxelles, c'est combien? C'est entre 1,5 et 3 milliards d'euros dépensés chaque année pour faire pression sur la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil et les RP. C'est énorme. C'est énorme. De mémoire, aux États-Unis, je crois qu'ils sont aussi autour de 1 milliard. Pourquoi? Parce que le Parlement européen, plus précisément, il faut savoir que le Parlement européen est peut-être l'une des seules chambres mondiales à ne pas avoir le monopole de l'initiative législative. C'est la Commission européenne qui est là. C'est plus une chambre d'influence, justement. Et c'est vrai que ça favorise énormément les acteurs privés pour qu'ils puissent intervenir. On verra quels sont les mécanismes à chaque décision prise au sein des institutions européennes. Pourquoi? Parce que justement, le lobbying est institutionnalisé au sein de l'Union européenne. C'est dans les traités. Voilà. Le lobbying, le dialogue avec les groupes de pression est institutionnalisé par les traitements en tant que composante des partis démocratiques de l'Union. C'est l'article 11 du TFU.
Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. Et c'est vrai que c'est extrêmement bien appliqué. Ils désignent des procédures de discussion et la participation publique des individus à toutes sortes de débats. Et la présence de certaines catégories diverses, sexuelles, religieuses, etc. Au niveau européen, cette discussion permanente avec la société civile se traduit par un travail de pression ciblée qui s'opère par la multiplication des interventions et contacts visant bien sûr les membres de la Commission européenne et du Parlement au quotidien, l'ensemble des fonctionnaires et des experts qui l'entourent. Un ciblage efficace suppose d'abord de recueillir l'information privilégiée le plus possible auprès des services des différentes directions générales de la Commission. La Commission européenne a plusieurs commissaires européens à sa tête, mais aussi, surtout, à sa tête différents directeurs et directrices générales qui sont réellement les vrais leviers de ces commissions. Voilà. Et justement, tout ce mécanisme en place est devenu un travail à temps plein. Et donc, si vous allez un jour, un jeudi soir à Bruxelles, sur la place du Luxembourg, où c'est une place où il y a, je pense que certains d'entre vous doivent connaître, bon, voilà, il y a au moins 7 ou 8 bars. Et le jeudi soir, c'est la rencontre du personnel des institutions. À Bruxelles, il y a le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, il y a l'OTAN, il y a différentes institutions et agences européennes. Et tout ce monde se retrouve le jeudi soir sur une place et ça donne des situations assez cocasses. Voilà. Le réseau relationnel nécessaire à l'exercice de cette influence par la compétence se présente sous 2 formes. Les entretiens spontanés, le jeudi soir à Luxembourg, et les contacts institutionnalisés, les réunions prises dans les bureaux. Cette seconde méthode conduit à la multiplication des conseils, comités, commissions auxquels les acteurs professionnels participent avec d'autres catégories, fonctionnaires, experts indépendants. On reviendra sur cette catégorie des experts où l'intérêt public se noie dans la bataille avec les intérêts privés. C'est dans leur expertise apportée au législateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le législateur n'est pas juste lui-même expert de tout, donc les expertises qui lui sont montrées sont les bienvenues. Donc cette expertise apportée au législateur dès la gestation et même la fécondation initiative des normes et décisions que les lobbies déploient dans toute leur efficacité, faisant d'eux de véritables auxiliaires législatifs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il existe 200 comités, 3094 groupes d'experts que crée, finance et consulte la Commission européenne et le COREPER, qui est vraiment l'organe important, le comité des représentants permanents fait de diplomates qui préparent les décisions du Conseil. Voilà. Donc, un bref détour, la Commission européenne et les membres de la Commission européenne sont désignés par le Parlement européen, enfin, sont proposés par le Conseil et désignés par le Parlement européen. Les députés du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct et au Conseil sont représentés les États. Voilà. Les comités et les groupes d'experts sont au sein de la Commission et le COREPER est au sein du Conseil. Voilà. Constitue le véritable creuset de la plupart des normes européennes dans une certaine opacité, composition, ordre du jour, compte rendu des réunions qui peuvent s'avérer bien peu démocratiques. Oui. Attends, tu m'accordes une seconde? Le registre de transparence. Le registre de transparence, c'est le passage qui est aujourd'hui, en principe, obligé pour les agences et les cabinets de lobbying. Voilà. L'accord du 11 juin, de juin 2011, révisé en 2014, instituant le registre des lobbyistes, définit ces derniers par l'activité qu'ils représentent, ce qui inclut toutes les activités menées dans le but d'influencer directement ou indirectement sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et sur le processus des décisions des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé.
Le registre de transparence est un outil assez formidable parce que c'est vrai qu'il permet de centraliser l'ensemble des agences et que l'Union européenne, contrairement à la France, fonctionne sur du déclaratif. En gros, pour résumer et pour caricaturer un peu, pour l'Union, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment que vous le déclarez. Voilà. Et j'ai un ami il n'y a pas très longtemps qui a créé un cabinet sur de lobbying pour les affaires euro-asiatiques. Et il voulait s'inscrire au registre de transparence et il m'appelle et il me dit ah, ben Nicolas, je n'y arrive pas, mon accréditation est refusée. Alors je lui ai dit ben, envoie-moi ton dossier et je regarde son dossier. Et là, je m'aperçois en fait qu'il manque un détail, c'est qu'il n'a pas dit qu'il allait faire de l'influence, qu'il allait lobbyiser les parlementaires. J'ai dit il faut que tu précises réellement que c'est ton intention. Donc il renvoie le dossier, dans la journée il était accrédité. Voilà, donc c'est vraiment fait pour ça. Les représentants d'intérêt ne sont pas toujours obligés de renseigner. En effet, le registre n'est pas obligatoire. Et parce que justement, certains lobbies ne tenaient pas à ce que ce soit obligatoire, puisque tous ne souhaitent pas y participer pour des raisons de confidentialité. C'est particulièrement le cas, par exemple, du secteur de l'armement. Une étude publiée en 2013 dans la revue internationale Group et Advocacy estimait qu'environ 75% des représentants du secteur privé et 60% des ONG étaient présentes. Par contre, certaines grandes firmes comme Apple, Heineken, Nissan et d'autres banques comme HBC et UBS étaient absentes. Voilà. Depuis 2014, suite à la vague de moralisation, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie politique, la Commission européenne conditionne l'accréditation au Parlement européen à ses locaux à l'inscription au registre de transparence. En d'autres termes, il est obligatoire pour tout acteur privé, s'il veut être accrédité en permanence au Parlement européen et à la Commission européenne, d'être inscrit sur le registre de transparence. Le registre de transparence oblige les acteurs à renseigner les activités, notamment les montants engagés dans leurs activités, mais aussi ça oblige les décideurs publics de déclarer, par exemple, leur réunion avec les lobbies. Une incitation qui a permis au registre de quasiment doubler le nombre d'organisations déclarées entre fin 2014 et 2019, mais qui n'a pas réglé le manque de fiabilité des informations critiquées depuis sa création. En effet, tous les chiffres que je vous ai donnés sont en dessous de la réalité. En réalité, on peut estimer qu'il faut rajouter 40 à 50% du personnel présent en plus. Il y a aussi le registre de transparence ne prend pas en compte les acteurs étatiques, c'est-à-dire les lobbies étatiques et para-étatiques, et qui sont en fait en réalité les plus puissants. Voilà. J'ai plus souvent eu affaire à des États et des gouvernements dans mes fonctions qu'à des entités privées. Et eux, ils ont énormément de moyens, et comme ce sont des diplomates, ils ne sont pas sous les registres. Voilà. Les avantages pour le Parlement européen, ça permet l'accès à long terme à ces locaux. Et donc, c'est une procédure qui est quand même assez rapide. En 3 jours, le Parlement donne maximum, donne l'accréditation. Et n'importe quelle entité privée peut le faire. Une société peut le faire et peut être accréditée de façon permanente au sein des institutions européennes et du Parlement européen. Ça lui permet d'être éligible en tant qu'orateur lors des auditions publiques tenues par des commissions parlementaires. Alors ça, c'est génial, parce que dès qu'il y a un sujet qui concerne l'intérêt que l'on représente, les commissions parlementaires convoquent l'ensemble des acteurs privés pour avoir leur avis. C'est assez transparent tout ça. Notification par courrier électronique sur les activités des commissions du Parlement européen, ça c'est très bien, ça permet de gagner un temps d'avance sur les journalistes, et c'est aussi très efficace. Soutenir et participer aux activités des intergroupes du Parlement et des groupements non officiels, parce qu'en effet ça existe au sein du Parlement européen, qui est censé être une institution tout à fait transparente et démocratique. Les intergroupes au Parlement européen sont comment dirais-je, quasiment des organes officiels, mais dont le Parlement n'assumera pas la responsabilité. Donc, il existe des intergroupes pour pas mal de choses. Il y a des groupes pour le bien-être animal, le groupe pour
pour le smart business, par exemple. Et c'est vrai que ces intergroupes, souvent, sont gérés, dont le secrétariat de ces intergroupes, sont gérés par des entités privées, par des lobbies. Et c'est extrêmement efficace puisque le Parlement européen met à disposition ces salles de conférence, ces très belles salles de conférence avec ses cabines de traduction, son service cooking. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez fiable. Et puis, il y a aussi les groupements non officiels. Alors, les groupements non officiels, ce sont les groupes de travail. Donc voilà, il y a autant de groupes de travail que de députés, il y en a 700. Et donc, ces groupes de travail aussi sont des véritables outils d'influence, puisqu'ils permettront à un groupement privé, un groupe de pression, de pouvoir demander à une petite partie des députés de tenir un agenda précis au sein des institutions européennes, au sein du Parlement européen. L'accord GAN, il permettra aussi d'être inscrit sur le registre lors de la co-organisation d'événements des groupes politiques dans les locaux. Donc, en fait, au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale, il y a différents groupes politiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite pour les 27 pays membres de l'Union européenne. Et ces groupes politiques sont extrêmement puissants puisque c'est eux qui maîtrisent l'agenda du Parlement européen. Donc, il convient de les entre guillemets, d'avoir de très très bonnes relations avec eux. Les organisations concernées peuvent être invitées à fournir des informations d'enregistrement. Bon, tout est dans peuvent, ce n'est pas obligatoire. Les organisations compétentes sollicitant le parrainage du président du Parlement européen sont invitées à fournir la preuve de l'enregistrement. Voilà. Par exemple, le Parlement européen, actuellement, M. Sassoli, l'italien, peut très bien apporter une certaine de parrainage, c'est une forme d'institutionnalisation, c'est souvent accordé plus majoritairement aux ONG. Pour la Commission européenne, et c'est le plus important, parce que le Parlement européen, il est en bout de chaîne de la stratégie d'influence. Le Parlement européen, comme il ne maîtrise pas grand-chose de son agenda, je ne dirais pas c'est le dernier recours, mais c'est vraiment le dernier instant où un lobbyiste va agir. Par contre, le lobbyiste, il va devoir maîtriser impérativement le processus au sein de la Commission européenne. Et donc, ça comporte les réunions avec des membres de la Commission, les membres du cabinet des commissaires, les directeurs généraux qui sont extrêmement puissants. Ça inclut aussi les consultations publiques, notamment les organes enregistrés peuvent choisir d'être automatiquement informés de ces consultations, des feuilles de route dans leur domaine d'intérêt. Donc, en gros, on peut dire que rien n'est fait sans eux. Les contributions apportées aux consultations publiques sont intégrées dans le profil du déclarant. Voilà. Donc, c'est important, quand on va remplir le registre de transparence, de dire précisément ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que certains cabinets de lobbying ont des champs de compétences très, très vastes. Donc, voilà, les groupes d'experts, j'en ai parlé tout à l'heure. Justement, un lobbyiste, quelconque, un groupe d'intérêt, un groupe de pression peut être, à un moment donné, requis en qualité d'expert. Donc, il va siéger au sein de ces groupes d'experts pour apporter son avis. Et c'est vrai que beaucoup de décisions, de règlements et de directives européennes sont concoctées au sein de ces groupes d'experts. Le patronage, c'est comme tout à l'heure pour le Parlement européen. Et ensuite, c'est censé permettre aussi le contact avec les fonctionnaires, mais bon, je pense qu'ils n'attendent pas forcément d'être enregistrés sous le lobby, sous le registre pour pouvoir le faire. Et donc, les fonctionnaires sont en principe extrêmement soumis à un code, le code de bonne conduite, comme les commissaires et comme les députés, les parlementaires. Et en principe, les activités qu'ils entreprennent sont strictement encadrées. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais au Parlement européen, le code de bonne conduite pouvait m'empêcher de rencontrer certaines personnes, par exemple. Mais c'est vrai que on est toujours dans une espèce de zone grise où on essaye en permanence de respecter l'esprit et la lettre du règlement, tout en permettant aux parlementaires ou aux décideurs publics de pouvoir avancer son agenda.
La composition du registre. Actuellement, les cabinets de lobbying, il s'agit plus principalement de consultants employés par des cabinets de lobbying et de relations publiques comme l'APCO, qui est très connu, Burson-Marsteller, et Feshman Alliard. Et il y en a, on a aussi pas mal de groupes français, hein, comme Havas, et il y a aussi Farner, qui est très connu, qui est suisse. Voilà. Et puis, il y a toute l'industrie agrochimique, on va en parler tout à l'heure. Les cabinets d'avocats. Les cabinets d'avocats, ce sont les plus redoutables, les plus dangereux, parce que non seulement ils interviennent en amont pour nous dire ce qu'on doit faire, mais en plus de ça, après, ils nous menacent en justice. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'en méfie bien plus que d'autres. Mais quand ils sont là, c'est sûr que c'est pour des, comme ils sont extrêmement chers généralement, c'est sûr que c'est pour des intérêts très importants. En France, on a plusieurs personnalités publiques, dont une qui est candidate au municipal à Paris, qui est un cabinet qui est avocate d'affaires et qui a exercé pour certains États au sein des institutions européennes, notamment l'Azerbaïdjan. Voilà, ça se retrouve dans les journaux. Et puis, on a aussi une ancienne ministre de la Défense, qui est également un cabinet d'affaires publiques. On a un ancien Premier ministre célèbre, c'est Dominique de Villepin, pour le citer, qui est aussi avocat d'affaires. C'est extrêmement réputé pour un politique d'ouvrir son cabinet d'affaires après avoir quitté ses différents mandats. L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a essayé de mettre un holà là-dedans, mais c'est quelque chose qui est toujours possible. Et puis, il y a aussi les think tanks. Think tanks que j'ai connus à Paris, l'Institut Thomas More, qui, par exemple, sont saisis parfois par d'autres lobbies pour apporter une expertise, publier des études, parce que c'est toujours mieux quand on arrive avec des éléments scientifiques devant les décideurs publics, on est difficilement réfuté. Donc voilà, et c'est vrai que c'est une pratique qui est extrêmement courante. Il y a des cas très célèbres, puisque les think tanks ont été extrêmement mis à l'œuvre au moment du glyphosate, au moment du gaz de schiste, des perturbateurs endocriniens, par exemple. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne sont jamais neutres, contrairement à ce qu'ils prétendent en vitrine. Les think tanks sont d'importants véhicules d'influence. L'un des principaux, la Friends of Europe, compte parmi ses membres des industriels des secteurs très variés, finances, médicaments, numériques. Elle a déclaré 3,8 millions d'euros en lobbying au registre de transparence en 2018. Pour le détail, pour les trois institutions, donc on peut voir en image, en haut, il s'agit de la Commission européenne, basée à Bruxelles. Ensuite, le siège du Parlement européen à Strasbourg, mais qui a aussi un lieu de travail à Bruxelles et à Luxembourg. Pour le Parlement européen, cette trilocalisation est due à l'histoire. Donc, le siège est à Strasbourg, où se réunissent les sessions plénières. Mais l'ensemble du travail est dirigé depuis Bruxelles, au quartier Léopold. Et puis enfin, le troisième bâtiment qu'on voit sur notre droite en bas, c'est le Conseil européen. Donc on voit bien plus en détail que les cabinets de consultants sont assez importants, mais que les cabinets d'avocats, ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas très, très nombreux, mais ils sont redoutables. Le gros des troupes sont, on voit bien, les sociétés et les groupements de professionnels commerciaux et industriels. Voilà. C'est le cœur des représentants, des lobbyistes au sein des institutions européennes. Voilà. Il y a aussi des organisations non gouvernementales. Bon, souvent, j'ai pu observer que certaines ONG en réalité, agissaient au nom de d'autres lobbies, de d'autres sociétés. Voilà. Donc, par exemple, on a quand même des lobbies officiellement écologistes, et dont une très grande fondation en France qui a dans son conseil d'administration Areva. Donc, voilà. Les 6 prioritaires des lobbyistes européens. Donc, les policy officers,
Voilà. C'est les cibles numéro 1. Ce sont eux qui sont en contact au premier stade de l'élaboration de la loi, c'est-à-dire c'est dans les bureaux des conseils politiques dont j'ai été un moment où on rédige les premières lignes d'une décision, d'une loi, d'une directive ou même de rapport d'initiative. Viennent ensuite leurs chefs d'unité, mais bon, le chef d'unité, en réalité, il est là pour avaliser et le directeur pour vraiment en cas de problème. Au sommet de la hiérarchie administrative, les directeurs généraux, et au sommet de la hiérarchie politique, il y a les commissaires européens à ne solliciter que pour des problèmes proportionnels à leur pouvoir et d'égal à égal. Il faut ménager énormément les susceptibilités. En effet, on ne voit pas un junior discuter avec le commissaire de l'industrie. Déjà, il va mal le prendre. Donc, mais on va plutôt envoyer justement le CEO d'un grand groupe. Les groupes d'experts, ensuite, réunis par les directions générales, donc direction de la concurrence, de l'énergie, de la recherche. Les experts peuvent être des représentants des États membres, c'est la majorité, des universités, des membres de l'ONG, ou justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lobbyistes. La composition est peu transparente et déséquilibrée. Elle fait l'objet régulièrement de critiques, notamment de la part de la médiatrice de l'Union européenne, qui est une institution basée à Strasbourg, qui est chargée pas de contrôler, mais de surveiller un petit peu ce qui se passe. Les groupes d'experts sous les politiques fiscales de l'Union, par exemple, comprenaient un gros lobby, PricewaterhouseCoopers, qui justement représentait et conseillait plus de 350 multinationales pour l'optimisation fiscale. Donc, elle siégeait au comité d'experts en matière fiscale, par exemple. Donc voilà, et elle est aussi impliquée dans l'affaire LuxLeaks qui a éclaboussé l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il y a aussi les agences réglementaires. Alors, il y a les agences, il y a une myriade d'agences également. Donc, elles sont un petit peu, elles représentent l'exécutif. Bon, par exemple, une qui est très connue, c'est Frontex, par exemple, ou l'Agence européenne du médicament, ou l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire. Donc, elles sont aussi la cible également de lobbying, pour le coup, ce qui est plus le rôle vraiment des experts parmi les lobbying, qui vont intervenir. Par exemple, on aura bien le plus souvent, par exemple, la plus célèbre, c'est l'Agence du médicament, où on a eu pendant un certain temps, au sein de l'Agence des médicaments, des représentants, enfin des personnes qui avaient des liens, donc, des conflits d'intérêts avec certains lobbies pharmaceutiques, et basés maintenant à Amsterdam depuis le Brexit. Ensuite, il y a les produits chimiques, elles sont chargées de surveiller des secteurs très réglementaires. Et qui dit réglementation dit forcément lobbying. Depuis une dizaine d'années, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, basée à Parme en Italie, est fortement critiquée pour sa proximité avec les industriels des secteurs qu'elle doit contrôler et les conflits d'intérêts au sein de ses panels d'experts. En 2017, l'ONG Corporate Europe Observatory avait calculé que près de la moitié de ces experts étaient liés à l'industrie. Voilà. Et puis en dernier lieu, comme je disais, c'est les parlementaires et l'administration du Parlement européen. C'est en dernier lieu, mais ce n'est pas négligeable. Autant dire que c'est même très important, puisque c'est le Parlement européen qui a entre guillemets l'oreille de l'opinion publique. On entend rarement, on entend que les décisions de la Commission européenne, par exemple aujourd'hui, la Commission européenne a lancé une procédure contre Apple à la demande de Spotify, ou qui concerne son service Apple Pay, mais c'est souvent, régulièrement, le Parlement européen qui fait l'objet d'une médiatisation, parce que justement, les médias aussi sont présents. D'ailleurs, depuis ce matin, j'ai oublié de préciser, les discussions sont relancées à Bruxelles pour rendre le registre de transparence obligatoire. Voilà. Alors, il y a un slide qui est très sympa sur Internet, qui est notamment présent sur Amazon, qui représente la multiplicité des acteurs influents. Donc, on voit que les trois grosses institutions, en fait, font l'objet de différents
lobbying des syndicats de branches d'activité, les industries, le secteur financier, le secteur privé, notamment certaines banques, les collectivités régionales. Il faut savoir que chaque région européenne a son bureau de représentation à Bruxelles. La région Île-de-France a des représentants à Bruxelles. Par exemple, souvent, c'est pour faciliter les dossiers de subvention, par exemple. Les représentations des États membres qui siègent au Conseil des ministres, les think tanks, les médias. Les médias ont à peu près le même statut que les lobbyistes, c'est-à-dire le niveau d'accréditation leur permet d'aller partout dans les bâtiments. Ils peuvent vraiment circuler librement partout. Les ONG, les organisations internationales, les chambres de commerce et en fait, finalement, les consultants et les groupes de consommateurs. Qui doit-on influencer? Bon, il y a la voix des États membres, bien sûr. Il y a aussi les commissions, la voix des citoyens. Donc, ce sont principalement les trois institutions. Qui décident? Je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est toujours un peu technique. Donc, il y a le conseil, un triangle décisionnel. Mais on va vraiment s'attarder, l'obélisque, c'est vraiment s'attarder sur la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. C'est un peu plus facile pour lui parce que comme ce sont les représentants des États, il peut le faire dans son État d'origine. Donc, au sein du Conseil, il y a 9 formations. Il y a le COPER 1 avec les représentations permanentes et puis le COPER 2, les représentations permanentes économiques, institutionnelles, financières. Puis ensuite, toute personne travaille en relation étroite avec les groupes de travail. Le Parlement européen, donc il y a 22 commissions parlementaires thématiques. Chaque commission parlementaire a un rôle particulier. Il y en a une qui est ITRE, qui vous intéresse plus, qui est celle de l'industrie, la recherche et l'énergie. Voilà, donc le lobbying va s'accentuer à influencer la commission parlementaire qui va émettre un rapport qui sera voté en plénière. Au sein de cette commission parlementaire, on va décider aussi des différents agendas. Alors, c'est un fonctionnement très anglo-saxon. Il existe des shadow rapporteurs et des shadow advisors. Ce sont en gros, en français compliqué, des rapporteurs fictifs qui sont chargés, même si ils n'écrivent pas le rapport eux-mêmes, ils sont chargés d'émettre un avis et de l'influencer. Ces personnes sont extrêmement importantes parce qu'elles ont un réel rôle d'influence, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Parlement européen, c'est la loi du compromis. Tout le monde s'écoute. Voilà. Donc, bon, je vais passer très rapidement sur les cas emblématiques. Donc, bon, il y a l'affaire amendement contre Ducache. Donc, il y a 3 députés en 2011 qui se sont fait coincer pour monnayer leurs amendements. Donc, je crois de mémoire, ils monnayaient ça à 300 €. Quoi. Et il y en avait même un qui avait mis un tableau d'honoraires à l'entrée de sa porte. Voilà. Et donc, on pouvait voir le montant de ses prestations. donc voilà, il y a le Daly Gate, qui est beaucoup plus triste, puisque bon, John Daly a été forcé à démissionner après avoir été soupçonné de vouloir estorquer des millions d'euros à la Swedish Match, une société de tabac, en échange d'un assouplissement des règles de la directive sur le tabac, qui était en préparation. Au centre des soupçons, il y a Silvio Zatmi, qui était un propriétaire de pizzeria à Malte, qui jouait un petit peu des entremetteurs entre son ami John Daly. Toute personne se connaissait et d'autres personnes qui connaissaient, c'était un peu un club d'amis, les représentants de la Swedish Match. Ce lobbyiste improbable, malgré lui, organisé au moins 3 rencontres, dont une au bord de la piscine à Malte, et plus tard, le pizzaiolo a réclamé à la Swedish Match 50 millions d'euros pour que la directive soit adoucie. On ne sait pas, juste maintenant, est-ce qu'il était au courant ou pas. En tout cas, il a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a aussi les différentes affaires de pantouflage, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a celle de José Manuel Maroso, il y a aussi Michel Petit, qui a rejoint en 2008 le cabinet Clifford, où depuis, il conseille activement les industriels du tabac et de la défense. Il a été reconduit à la fin de 2012 comme membre du comité d'éthique. Voilà, c'est pratique.
Il y a aussi un rapport de la Cour des comptes, de l'Union européenne qui pointe les différents conflits d'intérêts au sein de l'EFSA, la très connue EFSA, l'Agence européenne de la sécurité des médicaments, qui est l'une des principales agences de l'Union européenne. En fait, beaucoup de ces membres ont des liens, donc des collusions avec beaucoup de lobbies. Il y a aussi ILSI qui représente quasiment toute l'industrie agroalimentaire mondiale et les multinationales des pesticides et des biotech, Monsanto, maintenant Bayer, Syngenta, aussi Nestlé, Aventis, Bayer, Coca-Cola, Danone, enfin bon, tout le monde y est. Voilà. Il y a aussi le très célèbre cas du glyphosate. Voilà, et le glyphosate, c'est de mémoire, en fait, ça a été une bataille, une campagne de lobbying et sans précédent dans l'histoire, en tout cas, du Parlement européen, avec des méthodes extrêmement agressives des deux côtés. Si bien que parfois, certains jours, on était obligé d'entrer au Parlement européen par des portes dérobées. Voilà, et de s'enfermer dans nos bureaux parce que sinon, on ne travaille pas. Et c'est vrai qu'au Parlement européen, quand on est dérangé toutes les 5 secondes, c'est vrai que pendant ce moment, le télétravail, c'est pratique, quoi. Tant qu'ils n'ont pas nos adresses personnelles, ça fonctionne assez bien. Donc voilà, ces derniers jours, les lobbies pro-glyphosate, puisque le glyphosate, justement, l'interdiction n'a pas... le Parlement européen avait demandé l'interdiction à la Commission européenne. Finalement, la Commission a pris une décision à l'encontre de celle-ci. Bon, alors, pour finir, j'ai un peu débordé, les réseaux sociaux. Donc, en fait, demain, nous sommes tous lobbyistes, en fait. Donc, par la puissance, la révolution des réseaux sociaux permettent justement que n'importe qui peut maintenant influencer une décision politique. Et je peux vous dire que le personnel politique surveille parfois lui-même. C'est même problématique pour les collaborateurs parlementaires. Moi, j'ai travaillé avec des personnalités politiques qui se réveillaient le matin en regardant leur Twitter. Et qui me disaient, ah, Nicolas, c'est quoi ce truc-là qui est sorti, le dernier vote qui a été fait? Parce que comme j'étais en charge de l'élaboration des listes de vote, c'est-à-dire c'est moi qui disais ce qu'on vote, plus, moins, abstention, et souvent le décideur public, il peut lui arriver d'oublier. On va dire ça comme ça. Donc du coup, il se tournerait naturellement en disant il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai voté pour la corrida, par exemple. Alors, c'est quoi ce truc? J'ai dit ouais, mais bon, c'était la position qui avait été adoptée au bureau. Et le poids des réseaux sociaux fait que, au final, il n'est plus trop sûr de son vote. C'est particulièrement désagréable. Toute personne sachant se servir des réseaux sociaux peut devenir un influenceur aujourd'hui. Voilà. Certaines campagnes de lobbying parfois sont minées par des initiatives venues de nulle part. C'est monsieur, madame, tout le monde derrière son écran peut dire je ne suis pas d'accord, et puis il fait une vidéo ou un montage, et ça y est, on a un effet bad buzz. Et donc le parlementaire ou le décideur public qui était au départ d'accord avec le cabinet se retrouve à être particulièrement contre au final, parce qu'il a peur finalement, parce que le lobbying, le lobbyisme, bon, et ça reste très courtois, mais après il faut retourner dans la rue. Il faut retourner pour rendre son mandat lors des élections. Mais bon, c'est les lois de la physique, à toute action, sa réaction, et donc tout le monde s'adapte à ce nouveau phénomène. Donc le citoyen est maintenant à la fois influenceur et influencé. Les cabinets s'adaptent, et donc on connaît tous la très célèbre affaire Cambridge Analytica, qui est une filiale d'une entreprise britannique spécialisée dans le conseil de communication et l'analyse de données, qui compte parmi ses clients des ministères de la Défense anglais et américains, et qui est très célèbre pour avoir joué un rôle dans l'élection de Donald Trump. Et donc le big data aujourd'hui change totalement la donne, puisque les cabinets pourront influencer l'opinion publique de façon plus ciblée à travers les numériques. Je sais qu'il y a des outils qui vont apparaître, je pense, avant la fin de l'année, qui permettront réellement aux différents décideurs publics de retourner un petit peu le poids des réseaux sociaux, pas contre les citoyens, mais en les maîtrisant mieux. Donc, c'est vrai que, par exemple, Cambridge Analytica revendique un réseau de clients parmi les organisations gouvernementales et non gouvernementales, des entreprises privées de toute taille, y compris des politiques. Voilà, je terminerai par cette phrase de Sun Tzu dans l'art de la guerre.
Ceux qui sont experts dans l'art de la guerre soumettent l'armée ennemie sans combattre, prennent les villes sans donner l'assaut et renversent un État sans opération prolongée. Voilà. J'écoute vos questions si vous en avez. J'entends pas, j'entends rien, pardon. Super. Voilà, c'était qu'on avait juste un petit problème de son, c'est que nous, on vous entendait très bien, mais nous n'avions plus le droit de parler pendant toute votre conférence. Ah, pardon. Donc, c'est pour ça que vous aviez une absence de retour. Ce n'est pas qu'on s'était tous endormis, c'était très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir passer à la série de questions. Je ne sais pas si vous voulez lever la main par le Zoom pour poser des questions. Et on vous donne le micro. Est-ce qu'on a des questions? Ah, ouais. Fabien a des questions, je crois. Et je pense qu'il y a un système pour lever la main je ne sais plus où est-ce qu'on clique. Fabien, est-ce qu'on peut donner la parole à Fabien Mathieu? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci en tout cas Nicolas. Pour moi, c'était super intéressant. J'ai appris énormément de choses dans tout ce que vous avez échangé. Je me posais juste une question parce que j'ai compris, et dites-moi si je me trompe et dites-moi si j'ai bien compris. N'importe qui peut être un lobbyiste. Quelque part, un cabinet de conseil comme nous peut très bien se dire « j'aimerais être enregistré au registre de la transparence comme vous… » en disant je veux avoir un rôle aussi d'influenceur, et ça peut très bien être approuvé relativement rapidement, ce qui nous donne accès ensuite à pouvoir aller voir différentes personnes à la Commission européenne. Est-ce que j'ai bien compris que ça peut se faire? J'ai l'impression, quand vous nous décriviez la chose, que c'était relativement simple ce système-là, et que n'importe qui peut quelque part candidater pour être un lobbyiste et recevoir rapidement une approbation. Est-ce que c'est correct ou pas? C'est correct, tout à fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'Union européenne fonctionne sous le système du déclaratif. Voilà. Elle a une approche déclarative de la situation. Elle veut juste savoir qui fait quoi, quand et où. Voilà. Et en effet, beaucoup de sociétés comme la vôtre sont enregistrées au registre de transparence. Je vais faire très brièvement, je vais vous montrer. Voilà, avec le partage d'écran. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Commission européenne, donc dans le registre de transparence, et donc cliquez là, par exemple, sur inscrire votre organisme. Et donc, du coup, il suffit de suivre les différentes étapes. Et vous voyez, par exemple, représentant interne, vous serez, si c'est le groupe Hemming, donc cliquez sur société et groupe. Et donc, après, il faut suivre la procédure. Et en 3 jours, en principe, vous avez une réponse et une accréditation. Et cette accréditation, en fait, elle nous permet de pouvoir demander des rendez-vous, avoir un badge pour entrer dans les locaux, demander des rendez-vous aux différentes personnes, c'est ça? Elle vous permettra plus que de demander des rendez-vous, c'est-à-dire que vous serez, entre guillemets, institutionnalisé. C'est-à-dire que les institutions vont vous solliciter, elles vont venir limite à vous pour vous dire, ben voilà, il y a tel ou tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire une réunion, est-ce que vous voulez y participer? Voilà. En plus justement de vous permettre d'accéder aux locaux des institutions européennes. Compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour moi, c'était super intéressant. J'ai appris énormément de choses. D'autres questions? Bon, Nicolas, pour le fun, Oui. juste pour s'amuser, dites-nous réellement que la première image n'a jamais été réelle, celle où on voit la valise de billets. Est-ce qu'elle n'a pas un jour existé quand même? Il y a toujours des brebis galeuses partout.
Merci de votre franchise. Il y a toujours des brebis galeuses partout. Néanmoins, elles ne sont pas majoritaires au sein du personnel des affaires publiques ni au sein du personnel politique. C'est vrai que, en tout cas pour ma part, j'ai pu observer certaines choses litigieuses. Ouais. Après, ça se fait d'une manière beaucoup plus discrète, mais il y a quand même des sollicitations qui doivent à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé même dans les entreprises, de dire à un moment donné, on arrête de faire en sorte d'offrir des cadeaux, d'offrir des choses pour limiter de l'influence. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et après 2008, on va dire. Avant la crise financière de 2008, c'est vrai que les entreprises, les vannes étaient énormément ouvertes, donc elles arrosaient les parlementaires en voyage, en cadeaux. Bon, il y a eu quelques scandales, et puis la crise est passée par là. Néanmoins, justement, différentes sociétés ont décidé de se réunir ensemble, en groupement d'intérêt à Bruxelles, pour unir leurs forces. Et j'ai vu, par exemple, le lobby du cosmétique, par exemple, en 2013, qui avait fait une grosse campagne de lobbying. Ils avaient offert à chaque personne du Parlement européen une pochette de 300 € de produits cosmétiques de luxe. Voilà. Donc bon, et il y en a combien? 11 000? Au Parlement, 6 000. Ah, 6 000. Bon, voilà, il y a eu ça. J'ai vu aussi le lobby du spiritueux, offrir des fioles de cognac à chaque personne. Bon, ça, c'est un peu plus drôle, mais quand même. Mais on peut dire que c'est un peu terminé. Il y a encore beaucoup de cocktails au sein des institutions européennes, mais c'est plus trop à la mode. Par contre, les acteurs étatiques, c'est-à-dire les ambassades, les États ont encore cette capacité-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements de décideurs publics à l'étranger. Voilà. Il y a encore quelques petits cadeaux qui peuvent circuler. Voilà, bon, les députés, par exemple, sont soumis aussi au code de bonne conduite. Hein, donc, ils doivent déclarer en principe les cadeaux supérieurs à plus de 50 €. Plus de 50 €? Ouais, plus de 50 €. Ouais. Et une invitation à déjeuner, c'est un cadeau ou c'est pas un cadeau? Alors, au Parlement européen, on a deux modes de fonctionnement. On a le mode de si on déclare, ça veut dire qu'on lance la machine technocratique, bureaucratique interne, avec son processus décisionnel qui est interminable. Et donc, l'administration du Parlement européen considère qu'il y a une zone grise, par exemple, qu'elle laisse en tout cas une marge de manœuvre à ses députés. Et le parlementaire peut rencontrer n'importe qui, à condition que c'est lui qui paye le déjeuner en question, parce qu'il a une enveloppe pour ça. Ça s'appelle la ligne 400. Et donc, c'est les rencontres avec les multiplicateurs d'opinion. Voilà. Mais bon, en pratique, ça ne se fait pas beaucoup. Je sais que les Américains, par exemple, pour une cacahuète, ils vont vouloir régler eux-mêmes. Mais par contre, au Parlement européen, ça a encore un peu de mal à rentrer dans les mœurs. Et vous avez une expérience, la plus belle affaire de lobbying que vous ayez vu vous-même passer, pas celle forcément qui passait dans les journaux, mais d'une action qui a, grâce à une action de lobbying, été complètement soit inversée, soit transformée, qui partait dans un sens et qui arrivait. Oui, il y en a quelques-unes. Dans le cadre de mes fonctions, j'avais un parlementaire qui était contre le glyphosate, par exemple. Et donc, on a travaillé avec le groupe écologiste, notamment son représentant, José Bové, pour ne pas le citer, pour influencer le rapport sur le glyphosate. Et qui c'était terrible, parce qu'il y avait le groupe des conservateurs, avec, à l'époque, les Anglais étaient encore présents, qui faisaient avancer coûte que coûte le dossier pour, avec des moyens qui sont incroyables. Voilà. Et donc, on a réussi à aller chercher député par député avec l'aide des multiplicateurs d'opinion, justement, des médias, des citoyens, des réseaux sociaux, et influencer le rôle le vote des députés, et le rapport est passé à 6 voix. Donc, les parlementaires eux-mêmes utilisent les lobbyistes pour faire leur propre lobbying. Ah, bien sûr. C'est intéressant, ça.
Bien sûr, Ce ne sont rapports… pas que des intérêts entre guillemets privés ou des intérêts, mais c'est aussi c'est de la vraie politique. C'est un engrenage de la vie politique, hein, complètement. Bien sûr, parce que c'est souvent le cas pour des sujets soit sociétaux, soit environnementaux. Les députés se sentent particulièrement concernés par ce sujet. Il faut savoir que les députés les plus actifs au Parlement européen sont les écologistes. Ils sont extrêmement bien organisés. La commission de transport du Parlement européen est dirigée par une Française qui s'appelle Karima Delli, qui est une écologiste, par exemple, qui récemment a voulu interdire les avions en Europe de plus de 2 heures. Enfin, bref. Et Elle a réussi sur les 3 derniers mois. Hein. Elle a réussi sur les 3 derniers mois. mais par exemple, eux, ils sont extrêmement bien organisés. Ils ne vont pas hésiter une seule seconde à aller voir un lobby qui partage leurs convictions pour leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il faudrait que vous alliez voir telle ou telle personne pour le convaincre de voter pour moi. Par exemple, il faut savoir que même si le compromis est la règle au Parlement européen, des inimitiés politiques peuvent perdurer. Un lobby n'aura aucun état d'âme à aller voir un député d'extrême droite ou d'extrême gauche. Qu'un institutionnel, un grand baron politique ne pourra pas faire lui-même. Voilà. Évidemment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Puisqu'on a largement dépassé le temps imparti. Mais… Je suis désolé. Hein, non, mais c'est que c'était intéressant aussi. Donc, sinon, on vous aurait coupé. Il n'y a pas de questions. Je regarde si dans les conversations, il y a des choses des fois. Non. Il y a une question peut-être de… Vous voyez une question? Oui, merci d'avoir rétabli le son. J'en ai une autre parce qu'on a parlé pas mal de l'influence politique et notamment sur les lois. Et je me pose une question sur les appels à projets. Oui. Désolé de mettre les pieds dans le plat par rapport à ça. En ce qui concerne les appels à projets, bien souvent, il y a plusieurs entreprises, plusieurs consortiums de partenariats en compétition pour accéder à certains fonds. Est-ce que vous avez des informations sur comment se passe le lobbying? Est-ce que ce sont les mêmes lobbyistes habituellement? Est-ce qu'on se retrouve avec comment les partenaires ou des membres influents dans un partenariat font en sorte de lobbyiser pour avoir la subvention à la place d'autres? On s'aperçoit parfois qu'il y a des notes qui sont très très proches les unes des autres et qu'il y a des projets qui ne passent pas même avec des très bonnes notes au final. Et comment le lobbying peut avoir un impact sur les décisions, sur les appels à projets européens? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, un lobbyiste, il va maîtriser 3 choses. Le bon message au bon moment et à la bonne personne. Voilà. Pour votre question, tout est à la bonne personne. En gros, si qui dit appel à projet, dit Commission européenne. Voilà. C'est la Commission européenne qui détient les finances de l'Union européenne. Et pour avoir déjà été confronté à ce cas-là, il faut nouer des relations. Enfin, la plupart du temps, beaucoup de cabinets ont des relations personnelles avec les décisionnaires sur les appels à projets. Je me rappelle, je pense que je peux le dire, mais je me rappelle, j'avais des copains qui lançaient un projet très important pour l'entreprise, qui avaient fait une demande de financement au Parlement européen, et il m'appelle, il me dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc j'appelle un autre ami qui travaille à la commission pleine, il me dit oui, non mais c'est bon, j'ai déjà vu le représentant, j'ai dîné avec lui hier soir et c'est bon, ça va passer. donc voilà, et c'est vrai qu'il y a une sorte, c'est assez structuré pendant tout ce qui est de l'ordre des subventions. Le montant est très, très important. Je sais que les fonctionnaires de la Commission européenne ont une réputation de ne rien regarder au-dessous de 300 000 euros, par exemple. Même si, en réalité, bon, ils sont assez impartiaux, ils ont quand même une pression de financer énormément. C'est-à-dire, l'Union européenne a une mauvaise réputation. Il faut savoir que les enveloppes des subventions européennes ne sont pas distribuées suffisamment et que ça leur est reproché. Donc, ils ont tendance souvent en fin d'année à ouvrir les vannes considérablement.
pour lobbyiser, justement, il faut nouer des relations avec les personnes. Ça se fait très facilement. En fait, il faut demander le secrétariat à la personne qui est en charge. Et ça passe par des messages gentils. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez pris en compte mon projet? Quand est-ce que j'aurai une réponse? Généralement, ils sont extrêmement professionnels. Les fonctionnaires de l'Union européenne sont majoritairement, c'est quasiment les meilleurs talents de toute l'Union européenne qui remontent au sein des institutions européennes. Il y a une très grande sélection à l'emploi. Et donc, ils sont extrêmement professionnels. Ils répondent généralement dans un délai assez court et de façon assez précise. De façon technocratique, certes, mais assez précise. Voilà. Merci. Je vous en prie. J'ai vu qu'on avait une nouvelle question et il nous reste quelques minutes pour conclure parce qu'après, je pense que le Zoom devrait se terminer. Je vois une question. Quelle est la part du droit transposé dans le droit national? Bon, alors, il est dit qu'en principe, 80% du droit transposé et 80% du droit national vient du droit transposé. Voilà. C'est-à-dire, on estime qu'à peu près 80% des décisions prises en France sont décidées à Bruxelles, en fait. Voilà. Ça a été le cas sous beaucoup de sujets, notamment sous le ferroviaire, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de la compétence de l'Union européenne, l'Union européenne décide quasiment sur tout. Et donc, par le biais de ces directives ou de ces règlements, donc la transposition, notamment, ils ont 2 ans pour transposer en ce qui concerne la France, ils ont 2 ans pour transposer une décision européenne, et on estime ce volume à 80% environ. Ok. Voilà. Nicolas, il me reste à vous remercier. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va libérer tout le monde. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que c'était, comme le disait Fabien il y a quelques minutes, très, très, très instructif. Je pense qu'on aura d'autres questions à vous poser et à travailler en collaboration sur différents sujets, mais très, très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toute l'équipe. Bon après-midi, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.